Shéyi regarda à gauche et à droite avant d'abandonner le nouveau-né qu'il tenait dans ses mains dans la poubelle. Sa femme venait de donner naissance à des jumeaux après 12 longues heures de travail. Mais l'un des bébés était déformé. Shéyi avait honte de l'enfant et ne pouvait pas se résoudre à l'élever ou à être associé à un tel enfant. Sa femme, Itunu, était trop faible après avoir accouché pour se rendre compte de l'atrocité que son mari avait commise. Des heures plus tard, quand elle se réveilla enfin d'un sommeil profond, elle fut accueillie par les yeux en larmes de son mari. Elle lui demanda quel était le problème et Shéyi lui dit que l'un de leurs jumeaux était décédé quelques heures après la naissance. Sa femme Itunu n'en croyait pas ses oreilles. Elle commença à pleurer, remettant en question son choix d'accoucher à domicile. Mais Shéyi la rassura en lui disant que ce n'était pas le fait de ne pas avoir accouché à l'hôpital qui était le problème. Itunu demanda immédiatement à voir l'autre jumeau et Shéyi alla dans la nurserie pour porter le nouveau-né. Quand il le remit à sa femme, Itunu pleura encore plus. Elle dit qu'elle avait l'air si parfaite en embrassant le front du bébé. Ils la nommèrent Oreoluwa. 14 ans plus tard, Oreoluwa était devenue une très belle mais solitaire jeune fille. Elle grandit dans une maison remplie de troubles et de conflits. Les disputes constantes de ses parents, Shéyi et Itunu, principalement à cause de l'infidélité de son père, créaient une atmosphère de tension et de tristesse qui assombrissait chaque aspect de la vie d'Oreoluwa. Malgré le confort matériel que la carrière réussie de son père en tant que chirurgien plasticien lui procurait, Oreoluwa ressentait un profond sentiment de solitude et d'isolement. Sa mère, autrefois une femme vibrante et joyeuse, avait été réduite à une simple coquille de son ancien moi. La trahison constante et la douleur émotionnelle causée par les actions de son mari. La situation prenait un lourd tribut sur son esprit, la laissant perpétuellement en larmes et consumée par le désespoir, ce qui ne lui laissait aucune place pour prêter attention à sa fille. Oreoluwa regardait, impuissante, la lumière de sa mère s'éteindre, se sentant incapable d'intervenir ou d'offrir du réconfort face à une tristesse aussi accablante. Son père, en revanche, semblait inconscient de la souffrance qu'il avait causée. Son attention était entièrement focalisée sur son travail et sur l'image de perfection qu'il cherchait à créer chez ses patients. Il critiquait souvent l'apparence d'Oreoluwa, soulignant des défauts et des imperfections qui ne faisaient qu'approfondir son sentiment d'inadéquation et de doute de soi. Il ne faisait aucun effort pour se connecter émotionnellement avec sa fille, préférant discuter des procédures cosmétiques potentielles qui pourraient améliorer son apparence physique. Le seul ami qu'Oreoluwa avait été Kike, qui n'était pas vraiment un ami. Tout ce qui intéressait Kike était de montrer les derniers bijoux coûteux que ses parents très riches lui offraient ou d'être impoli avec Oreoluwa, en lui chantant aux oreilles que ses parents étaient bien plus riches que ceux de n'importe quel autre élève. Ainsi, Oreoluwa ne se sentait pas à l'aise de partager ses problèmes avec Kike. Elle était juste amie avec elle parce qu'elle n'avait personne d'autre. Comme si ce qu'elle vivait à la maison ne suffisait pas, Oreoluwa devint la cible de harceleurs à l'école. Elle redoutait d'aller à l'école chaque jour, sachant qu'elle devrait faire face à un garçon appelé Tadei et son groupe de harceleurs, qui semblaient prendre plaisir à la tourmenter. Il était difficile pour elle de comprendre pourquoi Tadei et ses amis la prenaient pour cible avec leurs moqueries cruelles et leurs actions. Elle était une fille calme et studieuse, qui restait pour la plupart du temps dans son coin. Pourtant, elle devint la cible de leur harcèlement incessant. Ils semblaient prendre plaisir à la rendre misérable, trouvant de nouvelles façons de l'humilier et de la rabaisser à chaque occasion. L'une des façons les plus courantes dont Tadei et ses amis harcelaient Oreoluwa était de lui faire perdre l'équilibre lorsqu'elle montait dans le bus scolaire le matin. Tadei tendait ses jambes dans l'allée, sachant qu'elle devait passer devant lui pour trouver une place, et chaque fois qu'elle le faisait, il bloquait intentionnellement son chemin, la faisant perdre l'équilibre et attirant les rires et les moqueries des autres harceleurs dans le bus. Mais le harcèlement ne s'arrêtait pas là. Tadei et ses amis trouvaient d'innombrables façons de rendre la vie d'Oreoluwa misérable à l'école. Ils lui versaient de l'eau sur les cheveux, déchiraient ses cahiers et volaient ses affaires, tout en riant et en la raillant. Oreoluwa essayait de se défendre, mais cela ne faisait qu'aggraver sa situation. Les harceleurs avaient carte blanche pour la tourmenter, et ils en profitaient pleinement. Le harcèlement constant prenait un lourd tribut sur la santé mentale et le bien-être émotionnel d'Oreoluwa. Elle se sentait isolée et seule, sans personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide ou du soutien. Ses parents étaient trop absorbés par leur propre vie pour remarquer la douleur qu'elle traversait, et les enseignants à l'école semblaient inconscients du tourment qu'elle endurait quotidiennement.
Au fil des jours, son esprit commençait à se briser sous le poids du harcèlement incessant. Elle rentrait de l'école les larmes aux yeux, sa confiance en elle brisée et son estime de soi en lambeaux. L'élève autrefois brillante et enthousiaste n'était plus qu'une ombre d'elle-même, ayant peur de s'exprimer ou de se défendre contre ses agresseurs. Le point de rupture arriva un jour pendant la récréation. Quand Thaddée et son groupe de harceleurs volèrent son sac et déchirèrent tous ses cahiers. Il ne restait que quelques semaines avant leur examen de mi-semestre et elle savait qu'elle aurait du mal à rattraper ses notes. Elle pleura de manière incontrôlable, se sentant vaincue et impuissante face au harcèlement incessant. Ce jour-là, Auréolua rentra chez elle avec le visage en larmes, mais ses parents étaient trop occupés à se disputer comme d'habitude pour le remarquer. Alors elle alla dans sa salle de bain. Elle prit un bain chaud. Lorsqu'elle eut terminé, elle se plaça devant le grand miroir de la salle de bain pour se coiffer, mais quelque chose de choquant se produisit. Auréolua se brossait les cheveux, mais son reflet dans le miroir lui souriait. Quand elle le remarqua, elle arrêta de se brosser un instant, pensant qu'elle hallucinait, mais elle vit la personne dans le miroir lui faire signe et lui sourire. C'est à ce moment-là qu'une révélation se fit dans l'esprit d'Auréolua. Le reflet qu'elle voyait dans le miroir n'était pas le sien. C'était une personne différente avec exactement son visage. Auréolua faillit s'évanouir. Après cette réalisation, elle manqua de tomber en sortant en courant de la salle de bain vers sa chambre aussi vite que ses jambes le pouvaient. Auréolua fit les 100 pas dans sa chambre, son cœur battant la chamade de peur et de confusion. Elle ne pouvait pas se débarrasser de l'image de son reflet dans le miroir, lui souriant comme s'il s'agissait d'une entité distincte. Elle avait l'impression de perdre la tête. Comment quelqu'un avec son visage exact pouvait-il exister à l'intérieur d'un miroir? C'était impossible. Pourtant, il n'y avait aucun doute sur ce qu'elle avait vu. Allongée dans son lit, essayant de donner un sens à tout cela, Auréolua s'arrêta pour se reposer. Était-elle en train de devenir folle ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Elle ne pouvait trouver aucune explication logique à ce qu'elle avait vu dans la salle de bain. Le lendemain matin, Auréolua se réveilla avec un sentiment de terreur et l'estomac noué. Elle essaya de chasser les événements de la veille de son esprit, se concentrant plutôt sur sa routine quotidienne. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se brosser les dents devant le miroir, elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation de malaise qui l'envahissait. Et si la personne dans le miroir était toujours là, la regardant avec ce sourire inquiétant? Elle pensa à éviter le miroir complètement. Mais après avoir pris une profonde inspiration, Auréolua se força à regarder dans le miroir. Et elle était là, encore une fois. Le reflet d'une autre personne, identique à elle en tout point, la regardant avec une lueur de compréhension dans les yeux. Auréolua frissonna, ayant l'impression d'être observée par une présence malveillante. Elle finit rapidement de se brosser les dents et se précipita hors de la salle de bain, évitant à tout prix le regard de son reflet. Elle s'habilla pour l'école et attendit l'arrivée du bus scolaire. Quand le bus arriva enfin, Thaddée se tenait à l'entrée, empêchant Auréolua de monter. Son ami Kikée, comme d'habitude, était trop occupé à bavarder avec ses amis pour remarquer ou se soucier de la situation. Mais un garçon appelé Toby, le petit ami de Kikée, intervint. Il se dressa contre Thaddée, exigeant qu'il s'écarte et laisse passer Auréolua. Thaddée, surpris par l'audace de Toby, recula, et Auréolua put monter dans le bus pour aller à l'école. Auréolua sourit car pour la première fois de sa vie, quelqu'un s'était levé pour elle. Et depuis ce jour-là, elle développa un béguin pour Toby, le petit ami de son ami. Pendant un bref moment, elle oublia tous ses soucis jusqu'à ce qu'elle arrive à l'école et voie un miroir. Elle détourna immédiatement le regard, effrayée par ce qu'elle pourrait voir. Elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. L'image de son double était gravée dans son esprit comme une marque. Le jour suivant, Auréolua évita chaque miroir dans la maison en se brossant les dents et en prenant son bain de bonne humeur. C'était l'anniversaire de son école. Ce jour-là, chaque année, les élèves se réunissent pour célébrer l'existence de l'école et toutes ses réalisations au fil des ans. Auréolua attendait ce jour avec impatience depuis des semaines, choisissant soigneusement la robe rouge parfaite à porter pour la fête. En entrant dans la salle de l'école, elle ne put s'empêcher d'admirer comment tout le monde s'était habillé pour l'occasion. La salle était décorée, créant une atmosphère festive. Elle aperçut son amie Kikée de l'autre côté de la pièce. Elle se vantait déjà de porter la tenue la plus chère de la salle.
Kike avait toujours aimé exhiber sa richesse et Oreoluwa ne pouvait s'empêcher de lever les yeux au ciel devant les manières de son ami. Malgré tout ce qu'elle avait en tête, Oreoluwa était déterminée à profiter de la fête et à passer un bon moment. Le directeur de l'école monta sur scène et s'adressa aux élèves. Tout travail et pas de jeu rend Jacques un garçon ennuyeux, dit le directeur à la fin de son discours et la fête commença officiellement, avec de la musique qui jouait et des boissons et de la nourriture servie aux élèves et aux enseignants. Alors que la musique remplissait la salle, élèves et enseignants commencèrent à danser, formant des groupes et des couples sur la piste de danse. Oreoluwa et Kike s'apprêtaient aussi à danser lorsqu'elles virent Toby, le petit ami de Kike, se diriger vers elles. Kike abandonna Oreoluwa sans hésiter et courut danser avec Toby, laissant Oreoluwa se sentir seule et à l'écart. Se sentant un peu déprimée, Oreoluwa décida de prendre un verre et de trouver un coin tranquille pour observer les festivités de loin. Elle sirotait lentement son verre, essayant de chasser le sentiment d'être abandonnée par son ami. Soudain, une ombre se dessina devant elle et elle leva les yeux pour voir. C'était Tadei, le harceleur de l'école, qui se tenait devant elle. Le cœur d'Oreoluwa battait la chamade. Alors qu'elle s'apprêtait à s'éloigner de ce coin de la salle, Tadei lui fit un sourire narquois et atteignit son verre, renversant intentionnellement le contenu sur le sol devant elle. Sans réfléchir, Oreoluwa fit un pas en avant, mais elle marcha accidentellement sur la boisson renversée, ce qui la fit trébucher et perdre l'équilibre. Elle marcha sur sa longue et belle robe rouge avec son talon et sa robe se déchira, avant qu'elle ne puisse se remettre de là. Sur ses vêtements déchirés, un collier en perles d'or se cassa et les perles se dispersèrent sur le sol. Le cri d'Oreoluwa résonna dans la salle, attirant l'attention de tout le monde. Certains élèves commencèrent à rire tandis que d'autres prenaient leur téléphone pour filmer Oreoluwa essayant de ramasser ses perles par terre. Toby vit ce qui s'était passé et courut l'aider à ramasser les perles. Quelques enseignants arrivèrent aussi, essayant de l'aider et de lui demander ce qui s'était passé. Tadei leur mentit immédiatement en disant qu'Oreoluwa avait accidentellement marché sur sa robe. Alors qu'Oreoluwa s'efforçait de ramasser ses perles, même avec l'aide de Toby, elle se sentit frustrée et un mélange de honte et de colère l'envahit. Elle savait que Tadei l'avait délibérément ridiculisée, mais elle pensait que personne ne la croirait. Elle éclata en sanglots en courant hors de la salle. Oreoluwa rentra chez elle en titubant, toujours en pleurs. Son cœur était lourd de honte et d'humiliation après ce qu'elle avait enduré lors de la fête de son école. En entrant dans la salle de bain pour laver les traces de cette journée, son regard tomba sur le miroir et elle allait détourner les yeux quand quelque chose en elle se brisa. Au lieu d'éviter son reflet, Oreoluwa s'approcha du miroir. Il y avait encore cette personne, lui souriant toujours. Un sentiment de familiarité, mais aussi d'étrangeté, tiraillait son cœur. Rassemblant tout son courage, Oreoluwa parla à la figure dans le miroir. « Qui es-tu ? Es-tu réel ? Comment se fait-il que tu aies mon visage ?» À sa grande surprise, la figure répondit, « Je m'appelle Okoyemi. Je suis ta sœur jumelle. » Oreoluwa s'exclama. « Quoi ? Ce n'est pas possible. Tu n'es que le fruit de mon imagination. Je t'assure que je suis réelle. » Insista Okoyemi. « Tu peux demander à nos parents. » L'esprit d'Oreoluwa s'emballa, mélangeant incrédulité et confusion. Comment pouvait-elle avoir une sœur jumelle dont elle n'avait jamais entendu parler ? Alors que la nuit tombait, Oreoluwa savait qu'elle ne pouvait pas attendre jusqu'au matin pour confronter ses parents avec cette révélation stupéfiante. Au lever du jour, Oreoluwa descendit de sa chambre. Elle vérifia par la fenêtre et découvrit que la voiture de son père n'était pas dans la cour. Quelques minutes plus tard, sa mère entra dans le salon. Oreoluwa la salua et demanda où était son père. Sa mère, Itunu, lui dit que son père avait une opération chirurgicale tôt le matin et qu'il avait dû partir à l'aube. Oreoluwa essaya d'attendre le retour de son père. Mais impatiente de connaître la vérité, elle confronta sa mère avec la question qui la rongeait depuis la veille. « Maman, est-ce que j'ai une sœur jumelle ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Un regard de choc envahit le visage d'Itunu, se demandant pourquoi sa fille poserait une telle question, et des larmes coulèrent sur ses joues. Elle s'effondra sur le canapé, son corps secoué de sanglots silencieux. « Oui, Oreoluwa, chuchota-t-elle, tu avais une jumelle. » Le cœur d'Oreoluwa battait la chamade. « J'avais une jumelle ?
Mais pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, demanda-t-elle. La voix de sa mère était douce et brisée. Nous voulions oublier ce jour triste, faire disparaître la douleur. Nous pensions que ce serait plus facile pour nous et pour toi si nous prétendions que cela n'était jamais arrivé. Mais tu aurais dû me le dire. Protesta Auréolua. J'ai le droit de savoir. Leurs regards se croisèrent, remplis de chagrin. Je sais ma chérie. Je suis tellement désolée. Comment était-elle, demanda Auréolua, sa curiosité et son chagrin l'envahissant. Elle était belle, je suppose. Répondit sa mère, la voix serrée. Je n'ai pas eu la chance de la voir. Itunu éclata en sanglots. Elle commença à raconter l'histoire déchirante. Auréolua écoutait, les larmes lui montant aux yeux. Elle apprit que sa sœur jumelle était mort-née, laissant un vide impossible à combler dans son cœur et l'absence douloureuse d'une sœur. Mais si ma sœur était décédée, qui était celle dans le miroir? Un fantôme, pensa Auréolua. Soudain, la porte grinça et son père entra. Quand il réalisa que sa femme avait tout dit à leur fille, il devint rouge de colère. « Pourquoi as-tu fait ça ?» cria-t-il à sa femme. « Es-tu pourquoi reparler de cela ?» ajouta-t-il, ils éclatèrent dans une dispute intense, leur voix s'élevant dans l'accusation et l'angoisse. Auréolua se leva en titubant et se précipita dans la salle de bain. Devant le miroir, une larme coula de son œil. Sachant maintenant qu'Okoyemi était vraiment sa sœur, Okoyemi la supplia d'arrêter de pleurer. C'est alors qu'Auréolua demanda à sa sœur pourquoi elle était là maintenant et pas il y a des années. Toutes ces années, j'ai grandi seule. Pourquoi ne m'as-tu pas trouvée avant? Pourquoi maintenant? Elle pleura, mais sa sœur révéla qu'elle avait veillé sur elle, témoin de toutes ses luttes. Et à ce moment-là, Okoyemi compatit avec la souffrance de sa sœur, ressentant son angoisse au plus profond de son cœur. J'ai vu tout ce que tu as enduré, répondit Okoyemi, la police à l'école, les soi-disant amis qui te trahiront. Même tes parents, qui n'ont pas su te protéger, ajouta Okoyemi, les larmes coulant sur le visage d'Auréolua. Je pensais être seule, sanglota-t-elle, si seulement je t'avais eu. La vie aurait pu être si différente. Une vague de tristesse submergea Okoyemi en voyant sa sœur jumelle pleurer. C'est pourquoi je suis venue. Je suis là pour t'aider à te venger, dit Okoyemi, rejoignant sa sœur dans les larmes et tandis qu'Auréolua essayait innocemment de toucher sa sœur dans le miroir, Okoyemi fit de même et quelque chose de magique se produisit. Elles échangèrent leurs positions, Auréolua se retrouvant maintenant à l'intérieur du miroir et Okoyemi devant, pleinement capable de se venger. Auréolua était assez choquée par cet échange, mais sa sœur la rassura que tout allait bien. Okoyemi supplia Auréolua de lui accorder 7 jours pour se venger de tous ceux qui l'avaient harcelé et lui avaient causé de la peine. Avant qu'Auréolua ne puisse dire un mot, Okoyemi sortit en trombe de la salle de bain. C'était un matin d'école et alors que les parents d'Auréolua s'asseyaient pour le petit déjeuner avec leur fille, ils ne purent s'empêcher de remarquer un changement dans son comportement. D'habitude, Auréolua mangeait son petit déjeuner la tête baissée, ses mouvements hésitants et timides. Mais ce matin-là, elle se tenait droite, les épaules hautes et un sourire confiant jouait sur ses lèvres. Son père, Cheyi, ne put s'empêcher de lever un sourcil de surprise. Eh bien, dit-il en riant, regarde-toi, Auréolua. On dirait que quelqu'un a trouvé sa confiance du jour au lendemain, ajouta-t-il. Okoyemi avait un sourire malicieux, suivi d'un regard sévère en voyant son père se ridiculiser. Sa mère, Itunu, observait sa fille avec un mélange d'amusement et de curiosité. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Okoyemi haussa les épaules, un petit sourire toujours sur ses lèvres. « Je ne sais pas, maman. Je me sens juste différente aujourd'hui. Plus confiante, je suppose. » Cheyi rit et prit une gorgée de son thé. « Eh bien, quoi que ce soit, j'aime ça. Continue comme ça, Auréolua. Ça te va bien, ajouta Cheyi. Alors qu'ils continuaient leur petit déjeuner, Cheyi et Itunu ne savaient pas que la jeune femme confiante et charismatique assise à table avec eux était en réalité Okoyemi et non Auréolua. Tadei, le tristement célèbre tyran de l'école, était à ses habituelles bêtises dans le bus scolaire. Il plaça nonchalamment sa jambe dans l'allée, une manœuvre qu'il utilisait souvent pour embêter et harceler Auréolua. Cependant,
aujourd'hui était différent car Okoyemi marchait dans l'allée vers un siège. Elle se retrouva face à face avec la jambe tendue de Tadei. Tadei et son groupe d'intimidateurs regardaient, attendant de rire de sa réaction comme ils le faisaient d'habitude. « Bouge ta jambe, Tadei, dit fermement Okoyemi, d'une voix teintée d'un soupçon de colère. Tadei était déconcerté. Oreoluwa ne lui avait jamais tenu tête comme ça auparavant. Il jeta un coup d'œil nerveux à ses amis. Puis de nouveau à Okoyemi, il ne pouvait pas reculer maintenant. Pas devant ses amis. Il serait considéré comme un perdant. Pas question. Rétorqua Tadei, un petit sourire sur le visage. Les yeux d'Okoyemi se rétrécirent alors qu'elle faisait un pas vers Tadei. Sans hésitation, elle écarta d'un coup de pied les jambes de Tadei. Le bus entier tomba dans le silence tandis qu'il regardait la scène se dérouler. Okoyemi se tenait droite, un regard de défi dans les yeux. Sans un mot de plus, elle passa devant Tadei et prit place, le bus éclatant en acclamations et applaudissements. Tadei, quant à lui, était humilié et vaincu. La situation s'était retournée contre lui, et pour la première fois, il se sentait comme la victime. Ses amis riaient maintenant et se moquaient de son malheur. Comme ils se sont vite retournés contre moi, pensa-t-il. Tadei n'était pas à l'aise tout au long de cette journée. Il ne cessait de penser à des moyens de se venger d'Okoyemi. Qu'il croyait être Oreoluwa. À l'école, Kike, l'ami d'Oreoluwa qui ne lui parlait que lorsque cela la faisait se sentir bien et au sommet du monde, commença à suivre Okoyemi partout dans l'école, se montrant soudainement gentille envers elle juste parce qu'elle voulait partager l'attention qu'Okoyemi recevait pour avoir tenu tête à Tadei le tyran. L'amitié de Kike avec Oreoluwa avait toujours ressemblé à une relation maître-servant aux yeux d'Okoyemi. Elle décida donc que Kike serait la première sur sa liste de vengeance. Okoyemi savait exactement comment faire payer Kike. Kike avait un grand secret qu'elle gardait de tout le monde à l'école. Même son petit ami Tobi n'était pas au courant du secret. Le secret était qu'elle n'avait pas de parents riches comme elle le chantait aux oreilles de tout le monde depuis si longtemps. Kike était juste la fille de la femme de ménage dans la maison de M. Et Madame Agbabiaka, et le couple, étant philanthrope, prenait bien soin d'elle, l'envoyait dans les meilleures écoles que l'argent pouvait offrir et lui achetait les meilleures choses alors, Okoyemi décida d'exposer son sale secret. Ce jour-là, après l'école, Okoyemi acheta un paquet de papier A4 et écrivit tous les détails des mensonges de Kike en encre rouge et gras, intitulant l'écrit Kike l'imposteur, la fille d'une femme de ménage. Okoyemi se faufila dans l'école le soir et colla environ 150 copies partout dans l'école. Le lendemain, tout le monde avait une copie en main et la toile de mensonges de Kike était exposée à tous. Quand elle arriva à l'école et vit tout le monde la regarder, elle pensa que c'était à cause de son nouveau cartable. Jusqu'à ce qu'elle remarque le papier dans leurs mains, elle ramassa une copie sur le sol et lut ce qui y était écrit. Kike n'arrivait pas à croire que son secret était exposé au grand jour et s'enfuit chez elle, honteuse. Okoyemi rit que son plan ait parfaitement fonctionné et avait hâte de partager ce juteux ragot avec sa sœur jumelle, Oreoluwa. Mais elle changea rapidement d'avis car elle sentait qu'Oreoluwa, étant une personne douce, pourrait avoir un problème avec son style de plan. Elle décida donc qu'elle ne regarderait pas dans le miroir jusqu'à ce qu'elle en ait fini avec toutes les personnes sur sa liste de vengeance. La personne suivante était son père. Elle réfléchit profondément à la façon de gâcher sa vie pour toujours. Cet après-midi-là, Okoyemi rendit visite à son père sur son lieu de travail à l'hôpital. Chei était occupé à embrasser une femme dans son bureau quand il reçut un appel de la réceptionniste l'informant de la présence de sa fille. Il fut surpris d'entendre cela et dit rapidement à l'étrange femme de s'habiller et de partir. Okoyemi secoua la tête quand elle vit la femme aux formes généreuses boutonner sa chemise en sortant du bureau de son père. Elle savait que cela ne changerait jamais et comptait là-dessus pour que sa vengeance fonctionne. Son père sortit quelques minutes plus tard en souriant et l'emmena dans son bureau. Okoyemi lui sourit en retour et lui dit qu'elle voulait juste lui faire une visite surprise. Chei envoya un membre du personnel chercher de la nourriture et des boissons pour sa fille avant de partir brièvement vérifier l'état de certains de ses patients. Dès qu'il quitta le bureau, Okoyemi ouvrit son sac d'école et en sortit un appareil photo qu'elle avait acheté plus tôt. Elle le plaça dans un endroit stratégique mais caché du bureau de son père et l'alluma. Un jour plus tard, elle prétendit apporter à son père un repas fait maison. Chei serra sa fille dans ses bras, reconnaissant de l'attention qu'elle lui portait. Oreoluwa,
je le répète, j'aime cette nouvelle toi. Tu prends plus soin de moi que ta mère, dit Chei à haute voix. Okoyemi arborait un sourire malicieux en le regardant manger. Quand l'occasion se présenta, elle récupéra l'appareil photo qu'elle avait caché dans son bureau, se dépêcha de rentrer chez elle et regarda les images sur l'ordinateur portable d'Oreolua. Et comme elle le voulait et l'avait prédit, la vidéo montrait son père échangeant ses services de chirurgien plastique contre des relations romantiques avec ses patientes. C'était mauvais pour sa carrière. Et c'était exactement pourquoi Okoyemi avait choisi cela. Elle mit immédiatement la carte mémoire contenant la vidéo dans une enveloppe brune. Elle s'assura également d'ajouter une photo de la carte d'identité et du passeport international de son père. Okoyemi soumit ceci au département de discipline professionnelle du MDC. Le jour d'école suivant était le premier jour des examens à l'école et il était temps pour la prochaine personne sur la liste de vengeance d'Okoyemi, Tadei Dibuli. Okoyemi avait déjà tendu un piège et attendait juste les résultats. Elle se tenait là où Tadei pouvait la voir à l'école, près de son casier. Comme elle l'avait prédit, Tadei la vit et commença à la menacer de se venger pour l'avoir humiliée devant ses amis dans le bus l'autre jour. Okoyemi s'assura de s'approcher suffisamment de lui. Quand elle eut l'occasion parfaite, elle glissa un papier dans sa poche pendant qu'il était occupé à l'intimider devant tout le monde. Quand vint le moment de l'examen, Okoyemi ne cessait de fixer Tadei. Elle le rendait très évident et Tadei la fixait en retour. Après que le surveillant eut distribué les sujets et les feuilles de réponse, Okoyemi termina rapidement la sienne et continua de fixer Tadei jusqu'à ce qu'il en ait assez et la signale à l'un des professeurs surveillants. Lorsque M. Adogon demanda quel était le problème, Okoyemi cria que Tadei copiait des réponses sur un papier dans sa poche. Cette accusation attira l'attention de tout le monde dans la salle, et M. Adogon demanda à Tadei de se lever. Il le fouilla partout et découvrit un papier blanc. C'étaient des réponses sur les sujets exacts sur lesquels ils étaient examinés. Tadei ouvrit grand la bouche. Il dit à M. Adogon qu'il ne savait pas comment le papier s'était retrouvé dans sa poche et les autres élèves rirent. Personne ne le crut. Okoyemi rit à son visage et Tadei l'accusa d'avoir mis le papier dans sa poche. Cela mit M. Adogon vraiment en colère au point qu'il fit une fouille de tous les élèves de cette rangée. M. Adogo et quelques autres professeurs fouillèrent les élèves et l'inattendu se produisit. Des réponses soigneusement écrites à l'examen qu'ils étaient en train de passer se trouvaient sur la cuisse gauche de Toby. La salle devint très bruyante. Tout le monde était surpris de prendre Toby en flagrant délit d'un acte si déshonorant. Mais une personne ressentit un regret instantané et c'était Okoyemi. Si elle avait su que Toby serait exposé, elle n'aurait pas utilisé cette méthode de vengeance contre Tadei, car Toby était la seule personne qui ait jamais défendu Oreolua, sa sœur jumelle, contre ses harceleurs. Okoyemi commença à paniquer. Elle devint très triste et ne savait pas comment défaire ce qu'elle avait fait. Que dira-t-elle à sa sœur jumelle, Oreolua? Elle espérait seulement que Toby ait un miracle. Les 7 jours qu'Okoyemi avait demandé à Oreolua étaient écoulés, mais elle ne pouvait pas regarder sa sœur jumelle dans le miroir. Leur école étant une école qui se targue de zéro tolérance pour la tricherie, un comité fut immédiatement mis en place et 2 jours plus tard, Tadei et Toby furent expulsés de l'école pour avoir triché pendant leurs examens. Okoyemi pleura abondamment en se rendant à la salle de bain pour expliquer les choses à sa sœur jumelle. En entendant le résumé de la plupart des événements qu'Okoyemi avait orchestrés ces derniers jours, Oreolua se mit en colère contre sa sœur jumelle. Elle sentait qu'Okoyemi avait exagéré. Notre père est toujours notre père. Ce que tu lui as fait est tout simplement trop, Okoyemi, dit Oreolua en colère. Ce n'est pas mon père, rétorqua Okoyemi à sa sœur jumelle. Elle raconta ensuite comment leur père l'avait abandonnée dans une poubelle quand elle était née difforme, ce qui avait conduit à sa fin prématurée. Oreolua commença à pleurer. Elle ne savait pas que leur père était si horrible. Je suis tellement désolée d'entendre ce que tu as subi entre ses mains, Okoyemi. Je suis tellement désolée, dit Oreolua en larmes. Il y a plus, répondit Okoyemi avant de rassembler le courage de dire à sa sœur jumelle ce qui était arrivé à Toby. Oreolua cria et elles pleurèrent toutes les deux à chaudes larmes. Je suis tellement désolée Oreolua. Je ne voulais pas impliquer Toby, dit Okoyemi en larmes, mais Oreolua avait le cœur trop brisé pour l'entendre. Pendant ce temps, ce même jour, Chei, leur père, dut faire face au comité disciplinaire du conseil médical et dentaire.
En raison des preuves accablantes présentées au comité, la licence de Cheilly en tant que praticien médical fut retirée. Notre profession est une profession noble qui n'a pas de place pour de telles pratiques, déclara l'un des membres du comité disciplinaire avant de lire leur décision. Ce fut la fin de la carrière de Cheilly. Toujours sous le coup de l'émotion, Okoyemi toucha le miroir et les jumelles revinrent à leur place d'origine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cette histoire, je suis sûr que vous apprécierez également celle-ci, qui parle d'un père qui a enterré sa fille vivante. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Je vous aime et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.